Les gens détestent les journalistes, ils détestent les hommes politiques, et il ne faut pas s'en réjouir. Ce poujadisme-là, il est problématique. Dans un pays où tu ne crois plus les gens qui t'informent et tu crois que si tu votes, ça ne sert à rien, expliquez-moi comment tu fais fonctionner un pays. On ne doit pas s'en réjouir. Moi, je ne me réjouis pas que les gens soient à ce point catastrophés par la presse qu'ils lisent et soient à ce point dubitatifs de la capacité des hommes ou des femmes qu'ils vont élire à faire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils se sont engagés à faire. Je trouve ça terrible, terrible, terrible. Et j'essaye, à mon petit niveau, juste de faire ce que je dis. Bonjour, bienvenue sur VA+, pour un nouvel grand entretien. Aujourd'hui, on accueille Robert Ménard. Bonjour, monsieur Ménard. Bonjour. Vous êtes évidemment maire de Béziers. Vous êtes une figure de la droite française depuis des années. On va discuter ensemble pendant 45 minutes, 1 heure, de l'actualité politique du moment, de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, de votre position par rapport à ces deux figures du moment. On va parler de communautarisme islamiste. On va parler du pass sanitaire et de l'actualité sanitaire du pass vaccinal qui est rentré en vigueur cette semaine. On va parler de parrainage, on va parler de votre action en tant qu'élu local de Béziers. Et pour cela, je suis accompagné de Jules Torres, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Salut Jules. Bonjour. Donc on va commencer tout de suite avec directement sur la politique. Comme je l'ai dit, vous êtes un grand défenseur de l'union des droites. On a vu Éric Zemmour insister dessus beaucoup ces dernières semaines. On a vu Guillaume Pelletier des Républicains. Monsieur Collard du Rassemblement National ont rejoint les rangs du Parti Reconquête ces dernières semaines. Vous avez pendant longtemps soutenu une candidature d'Éric Zemmour, tout en gardant vos distances avec Marine Le Pen. Puis récemment, vous avez accordé votre parrainage de maire à Marine Le Pen, tout en annonçant que ce serait finalement un soutien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer votre position par rapport à cela? Pourquoi vous décidez de soutenir Marine Le Pen alors que finalement Éric Zemmour est en train de faire l'union des droites que vous prenez depuis plusieurs années? Pourquoi? Moi, je connais Éric Zemmour depuis des années et des années. On se fréquente depuis des années et des années. On a discuté au printemps dernier très régulièrement de sa candidature et je trouvais que c'était une bonne idée. Le problème, c'est que la candidature d'Éric, aujourd'hui, elle ne se situe pas exactement comme je l'imaginais. Il fait ce qu'il veut, évidemment. Et moi, ce que j'imaginais, moi ou Emmanuel Ménard, donc, qui est ma femme et qui est députée, on discutait souvent ensemble, c'était faire un pont entre, en gros, la droite de gouvernement, je ne sais pas comment il faut l'appeler, puis voilà. Et non, mais comme je pense qu'on est aussi républicain qu'eux, donc je bute sur le mot, donc disons la droite de gouvernement, et puis la droite qui est à leur droite. Nous. Le problème, c'est que la position d'Éric, aujourd'hui, elle n'est plus tout ça, elle est à droite de Marine Le Pen. C'est-à-dire, la façon dont il a eu de poser un certain nombre de questions, le vocabulaire choisi, l'attitude choisie, les problématiques choisies, ont fait qu'on s'est retrouvé avec quelqu'un qui mord à la droite de Marine Le Pen. Et je pense que ça te donne un espace, oui, pour faire 10, 12, 13% des voix, mais pas pour réunir 50% des Français. Moi, quand je suis candidat dans ma ville, je ne me dis pas je vais faire un bon score. Je me dis si je n'ai pas fait 50% des électeurs, c'est que j'ai perdu. Or, mon souhait, c'est de gagner. Et là, on s'est donné les moyens pour perdre. On s'est donné les meilleurs moyens pour perdre ou pour faire en sorte que même au second tour, ce soit ni Marine Le Pen ni Éric Zemmour, mais que ce soit Valérie Pécresse. J'appellerai à voter pour elle, donc, parce que je ne confonds pas Valérie Pécresse et monsieur Macron. Mais je pense qu'Éric fait fausse route. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est que moi, j'ai plein de désaccords avec Marine Le Pen, je ne les cache pas, je ne les cache pas depuis des années, on ne s'est pas parlé pendant des années, donc je ne les cache pas et j'en ai encore. Il me semble aujourd'hui qu'elle a pris une dimension, elle a un comportement, elle a de façon programmatique fait un certain nombre de ruptures avec ce qui était des espèces de totem ou de tabou de la droite, qui me semble positif. Je suis un réaliste, un pragmatique. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord complètement ni avec l'un ni avec l'autre, mais je pense qu'autour de Marine Le Pen, on a plus de chances d'aller plus loin. Attendez, je ne vous dis pas qu'on va gagner, je ne me permettrai pas de le dire, ou même je le souhaite, mais sur votre premier point, justement vous parliez d'union des droites, mais sauf qu'on voit aujourd'hui qu'avec les ralliements dont Sébastien a parlé, Guillaume Pelletier qui vient de chez LR, Jérôme Rivière, Gilbert Collard qui viennent du RN, l'union des droites en termes de ralliement, c'est Éric Zemmour qui arrive à l'établir. En revanche, vous, ce qui vous dérange, c'est idéologiquement.
c'est qu'Éric Zemmour est trop brutal, il fait des propositions qui ne vont pas, enfin, selon vous, avec ce qu'attendent les Français et ce qu'attend le pays. C'est les deux, monsieur. C'est les deux. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis très, très copain et j'ai beaucoup d'amitié pour Guillaume Pelletier. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit représentatif des Républicains. Enfin, j'aimerais, attendez, je ne rêverais que de ça. Oui. Mais enfin, on ne va pas, vous et moi, se faire des illusions. Guillaume, ça fait des mois et des mois. On se voyait tout le printemps dernier avec déjà Éric pour discuter de ça ensemble et tout. Donc, c'est quelqu'un qui partage bon nombre de nos idées. Mais aujourd'hui, chez les Républicains, et je le regrette, on n'arrive pas à attirer un certain nombre de gens qui sont représentatifs de cet appareil-là. Mais peut-être qu'on ne pourra jamais y arriver aussi, c'est possible. Peut-être qu'il faut passer... Marine Le Pen non plus n'arrive pas à les attirer. Ah non, mais je n'ai jamais pensé que Marine Le Pen arrivait à les attirer. Je pense qu'aujourd'hui, elle a, par rapport aux gens qui ne pensent pas comme elle, une attitude moins sectaire, moins doctrinaire qu'elle avait il y a encore quelque temps. Et du côté des gens qui ont rejoint Éric Zemmour, qui viennent de chez Marine, là encore, je m'entends plutôt bien, enfin, moyennement bien, disons, avec l'un et l'autre, ne mentons pas quand même, ne nous embrassons pas sur la bouche quand il n'y a pas matière à le faire, mais en même temps, ni l'un ni l'autre ne sont représentatifs de ce parti. Ça leur enlève rien, ça enlève rien même à leur courage, parce que le faire aujourd'hui, alors qu'ils auraient pu le faire en pleine ascension d'Éric, ça montre qu'ils croient à un certain nombre de choses. Moi, donc, je les montre pas du doigt et tout, mais c'est aussi dans ces ralliements-là des règlements de compte qui sont à l'intérieur des républiques, du Rassemblement national. On va voir, est-ce que c'est quelque chose de significatif ? Voilà, je n'en sais rien, mais vous n'en savez rien non plus. On va voir ce qu'il en est. Si j'en crois les derniers sondages, ça n'a pas bousculé les choses. On va voir ce qu'il en est. Mais de toute façon, mon souci, il n'est pas là. Mon souci, il est de leur dire qu'aucun d'entre eux ne gagnera sans l'autre. C'est aussi simple que ça. Personne d'entre eux, aucun des trois, ne peut gagner sans les deux autres. Alors, il faudra bien qu'à un moment donné, ils arrêtent avec leurs bêtises, ils arrêtent avec leurs égos, ils arrêtent avec leur paranoïa, et ils fassent en sorte que nos idées, globalement, essaient de gagner. Mais là où vous comprenez Éric Zemmour, c'est que Valérie Pécresse n'appellera jamais à voter pour Marine Le Pen. Elle l'a déjà montré en 2017, donc ça c'est acquis. Marine Le Pen n'appellera jamais à voter pour Valérie Pécresse, en tout cas si elle se retrouve face à Emmanuel Macron, parce qu'elle considère que les deux, ce sont des jumeaux. Donc la candidature d'Éric Zemmour, vous ne trouvez pas quand même qu'elle sert une certaine... Enfin, cette union des droites, elle sert cette union des droites, parce qu'il prend et à Marine Le Pen et à Valérie Pécresse, et il sait très bien que s'il arrive au second tour face à Emmanuel Macron, il prendra une partie des électeurs de Valérie Pécresse, ceux qui ont voté à 40% pour Éric Ciotti au Congrès, et qu'il attirera une grosse partie des électeurs de Marine Le Pen. Et dans ce cas, il n'y a que Éric Zemmour qui est capable de faire cette union des droites. Donc ma question, c'est est-ce que vous considérez aujourd'hui, comme notamment Philippe Ollivier, qui est le conseiller spécial de Marine Le Pen, il considère qu'on ne peut pas gagner avec l'union des droites et qu'en gros maintenant il faut avoir son clivage, c'est-à-dire les mondialistes, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, contre en gros les souverainistes, les eurosceptiques. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Pas parce que je fais une autre analyse théorique différente, parce que, pardon de dire des bêtises, mais je suis maire, les gens de droite et de gauche, ils se définissent comme ça dans ma ville. Alors moi, il y a des gens de gauche qui votent pour moi, mais parce que je suis maire et que j'essaye de mener une politique qui serve notre ville. Mais je n'ai jamais vu dans ma vie, quelqu'un qui vienne me dire « moi je suis mondialiste » ou de l'autre côté « moi je suis souverainiste ». Ça, c'est vraiment les clivages qui veulent imposer, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, je n'y crois pas un instant. Ensuite, si Valérie Pécresse n'appellera pas à voter, vous le dites, pour Marine Le Pen, et je veux bien vous croire si jamais tout ça, je crois qu'elle n'appellera pas plus à voter pour Éric Zemmour, encore moins avec les positions d'Éric Zemmour. Donc l'avantage qu'il y aurait eu autour d'Éric, qui était de se dire il va tisser des ponts entre les uns et les autres, c'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il... Et il emporte la responsabilité. Il est d'une virulence, il est d'une agressivité, il est Qu'est-ce qui vous a choqué récemment dans sa campagne ? Sur sa campagne ? Oui, sur sa campagne, sur des propos qu'il a tenus. Attendez, vous voulez que je les prenne sur les femmes, sur l'islam, et Dieu sait que je ne suis pas... Vous connaissez mes idées. Non, sur je sais pas, les handicapés. Il est sans arrêt maladroit. Si c'est pour dire des handicapés qu'un certain nombre ne peuvent pas malheureusement
être dans des écoles normales, entre guillemets, et que donc il ne faut pas les oublier, et donc il faut qu'il y ait des instituts spécialisés pour eux, alors qu'on n'en a pas assez en France, j'en sais quelque chose comme maire de ma ville, mais ça ne pose aucun problème, et il a raison. Quand il dit non, c'est la logique de l'inclusion à tout prix, il se fout tout le monde à dos. Est-ce que son problème, justement, c'est pas d'être trop brutal, mais de pas être, entre guillemets, je le dis pas de manière péjorative, mais de pas être un politicien. C'est-à-dire que vous savez, il ne met pas la petite phrase du évidemment, il faut accueillir les enfants handicapés, et ensuite il dit exactement la même chose qu'il a dit. Ce qui, en gros, c'est la même chose pour les mineurs isolés. Vous savez, il aurait dû dire non, pas tous, évidemment, la plupart, mais en fait, il a une pensée de système, et du coup, il est perçu comme quelqu'un de brutal, alors que ce qu'il dit est globalement partagé par quand même pas mal de personnes. Ah, je sais pas, quand tu veux pas faire de tambouille politique, puisque moi il m'a répondu ça la dernière fois qu'on a dîné ensemble, tu expliques pas dans un débat que ce serait bien pour Madame Pécresse qu'elle lui donne des parrainages, comme ça lui permettrait d'écarter Marine Le Pen. Enfin, ça, c'est pas de la tambouille politique. Enfin, attendez, moi j'ai jamais fait ça dans ma vie. Alors il faut arrêter de donner des leçons de pureté idéologique quand on fait exactement la même chose. Quand Éric dit, et ça s'applique à Marine Le Pen, pareil, quand Éric dit finalement M. Dupont-Aignan, M. Philippot, ils ont toute leur place à mes côtés, mais moi je ne m'assierai pas aujourd'hui à côté de ces deux garçons, tant ils ont fait preuve de démagogie, d'une démagogie insupportable depuis les derniers mois. Mais peut-être que c'est ça la politique politicienne. Alors, non, pas sur ce registre. On va parler de vos positions sanitaires dans quelques minutes. Vous avez parlé tout à l'heure de totems de l'extrême droite dont Marine Le Pen doit absolument se débarrasser. Selon vous, c'est ces totems qui font perdre toutes les élections à Marine Le Pen. Concrètement, c'est quoi ces totems? On parle de quoi? Mais on parle de... La binationalité, par exemple. Pardon ? La suppression de la binationalité. Je vais y revenir. On parle aujourd'hui, enfin, il y a 5 ans, on sort de l'Union européenne, on sort de l'euro. Je vous rappelle que c'était quand même ça, le discours. Aujourd'hui, c'est un exemple, vous le disiez bien, quand Marine Le Pen, alors que c'est un totem de la droite, pour ne pas dire de l'extrême droite, en l'occurrence, qui consiste à dire « Ah non, vous ne pouvez pas avoir une double nationalité, je les supprimerai », mais ça n'a pas de sens, monsieur. Comment vous faites avec les Marocains qui sont français ? Les Marocains, tu ne peux pas perdre, comme dans un certain nombre de pays d'islam, tu ne peux pas perdre la nationalité marocaine. Tu lui dis quoi ? Tu lui dis, en même temps, tu n'es plus français. Sérieusement, tu dis quoi concrètement? Comment tu fais? Les Brésiliens, pour ne pas parler que de l'islam, les Brésiliens, on ne peut pas perdre la nationalité brésilienne. Qu'est-ce qu'on fait avec les Franco-brésiliens? Qu'est-ce qu'on fait avec les Israéliens? On va expliquer, alors qu'une partie de la communauté juive, pardon, Israël, c'était le réceptacle après la Deuxième Guerre mondiale pour abriter les Juifs qui avaient été exterminés et ceux qui avaient survécu à ça. Vous leur dites, ah oui, t'es pas un bon Français parce que tu as la double nationalité israélienne, mais ça tient pas debout de dire ça. Vous savez pourquoi je dis ça avec j'espère cette conviction que vous percevez? Parce que je suis toujours sidéré par un truc hyper simple. Nos idées, que ce soit sur l'immigration, qu'il y ait trop d'immigrés, enfin, c'est consensuel, quasi consensuel, tant il y a de Français qui le pensent. Qu'il y ait des problèmes de sécurité, que M. Macron ait rien fait de ce qu'il aurait dû faire, même s'il se rattrape maintenant au dernier moment, en termes de sécurité, tout le monde est d'accord. Sur les problèmes de l'école, les gens, ils approuvent nos idées. Et comment se fait-il qu'à un moment donné, ils ne votent pas pour nous? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'on leur fait peur aux gens. Qu'on leur fait peur. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle fait encore peur aux gens, vous pensez? Elle fait moins peur, mais bien sûr qu'on continue à faire peur. Quand il y a 62% des Français qui disent d'Éric, et je ne pense pas évidemment ça, qu'il est une menace pour la démocratie, ça veut dire que c'est un échec. C'est un échec. Or, on a besoin de ça. Pardon, moi je suis pragmatique, je veux gagner des élections. Vous savez, je viens de l'extrême gauche et l'extrême droite, elle est pareille. C'est à qui sera le plus pur idéologiquement. Oui, mais moi, je m'en fous d'être pur idéologiquement. Je suis prêt à faire tout un tas de compromis pour que sur l'essentiel, sur ce qui me touche, et moi comme maire, je veux qu'on diminue drastiquement l'immigration. Je veux que la sécurité, elle soit mieux assurée. Et à un moment donné, c'est pas moi qui peux le faire, c'est la police nationale. Je veux que sur ces questions-là, on gagne. Donc je souhaite qu'à la tête de l'État, il y ait des gens qui défendent ces idées-là. Ce que je constate, c'est qu'on se donne les moyens, nous, pour perdre tout le temps. Actuellement, Éric Zemmour, il est quand même
un petit peu en retrait dans les sondages, c'est le quatrième homme. Est-ce que vous l'appelez à se désister, à se retirer pour soutenir Marine Le Pen, étant donné que vous considérez aujourd'hui à l'instant T qu'elle est mieux placée pour l'emporter? Mais je l'ai dit et je vous le redis, c'est suicidaire. D'accord. C'est suicidaire d'y aller à deux. Enfin, vous imaginez. Vous voulez vraiment qu'on ne soit pas au deuxième tour? C'est incroyable. Moi, ça a fait un tollé parmi mes amis parce que j'ai dit ça. Mais attendez, moi, si Éric, et malgré tous les désaccords que j'ai avec lui, mais j'ai aussi des désaccords avec Marine, si Éric était en tête et tout, je dirais à Marine, on ne joue pas avec le feu. On fait en sorte que le mieux placé. Je l'ai dit depuis des mois. Il y a un tombereau d'insultes de mes amis sur le thème « Comment tu as dit ça ?» Quoi Je dis rien. Je dis juste que je n'ai pas envie de perdre les élections une fois de plus. Et venant d'un certain nombre de gens qui, contrairement à moi, vous expliquent que la France ne supportera pas 5 ans de plus de Macron, elle la supportera, la France, elle est plus forte que tout ça. Dieu merci. Vous savez que notre civilisation est au bord du précipice. Ils vous disent ça et dans la même phrase, ils ne sont pas prêts à faire des compromis et à dire celui... Certes, je ne suis pas forcément d'accord avec lui, mais le mieux placé, on va le défendre. Enfin, qu'est-ce que c'est cette schizophrénie? Je me souviens, en octobre, j'étais chez vous à Béziers, vous savez, quand vous receviez Éric Zemmour qui faisait sa tournée littéraire. Et vous disiez que vous alliez tout faire pour, je sais pas moi, les réunir tous les deux, discuter avec eux. Vous n'avez pas réussi ça pour l'instant? Non, c'est pas possible. J'y arrive pas. Vous n'y arriverez pas? Moi, il y a des années, oui, je vais pas dire non parce que miracle, ça peut arriver. Mais enfin, c'est mal barré, honnêtement. Vous voyez bien. Il y a des entourages qui ne poussent pas à ça. Des deux côtés? Des deux côtés, oui. Mais moi, si vous savez ce que je pense, je vous l'ai dit, ce que je pense de l'entourage de Marine Le Pen, je dis, il y a tout un tas de gens, il ne faut plus que tu les vois. Alors, tu es lié avec eux, je respecte, vous savez, les amitiés de 40 ans et tout ça. Mais non, bien sûr que non. Et Éric, il est entouré de gens qui sont au moins aussi sectaires, qui voient d'un moindre critique une traîtrise. Il y en a marre de ce langage de guerre civile. Je suis critique par rapport à l'un et à l'autre. T'es pas traître parce que t'es critique. C'est incroyable. C'est-à-dire, on reproduit dans notre camp les mêmes exclusives dont on s'est plaint, nous, par rapport à la gauche, vous savez, qui ne voulait pas s'asseoir à la même table, parce que quand même, on ne va pas s'asseoir avec des fachos ou je ne sais pas quoi. Et nous, pareil, les uns avec les autres, c'est à qui excommuniera le plus radicalement l'autre. Non, je ne suis pas pour ça, mais malheureusement, vous avez raison, ça me semble mal barré. Et dernière question sur Éric Zemmour, je pense. Sur Europe 1, vous aviez dit qu'il était incapable de s'adresser aux gens modestes. Je ne sais pas si ce week-end, vous avez vu sa déambulation à Cannes. Il a fait une déambulation de 2h30. Est-ce que, vous savez, pendant longtemps, on a parlé de mu. Est-ce que le journaliste va pouvoir être candidat? Et là, est-ce que vous avez vu, c'est en tout cas ce qui est ressorti dans les papiers, dans le ressenti de beaucoup de gens, qu'il avait réussi sa mue de candidat à candidat un petit peu plus proche du peuple. Enfin, ce week-end, il a vraiment rencontré des Français. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Je me suis dit que c'était bien, que c'était positif, que peut-être ça aurait comme conséquence de lui dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne dit pas parce que ça blesse des gens. Et oui, je trouve que c'est bien, mais il apprend. Le problème, c'est que ça va très très vite, une campagne présidentielle, et qu'il faut aller encore plus vite. Mais bien sûr, mais moi je me satisfais. Moi je dis pas tout ce que Éric fait de positif, j'applaudis. Moi je n'ai pas de logique partisane. Contre Éric, on se connaît depuis 15 ans, vous imaginez. Contrairement à ce qu'il pense, je ne suis pas son adversaire politique. C'est stupide de dire ça, c'est stupide. En plus, je pense qu'il a dû le regretter après, mais il est comme tous les pieds noirs. Je suis pieds noirs, c'est ce qui nous a rapprochés et tout ça. C'est une espèce de côté excessif. Après, on se dit merde, j'aurais pas dû dire ça dans ce terme-là et tout. J'espère qu'il écoutera et qu'il comprendra que je suis l'adversaire politique d'aucun des deux. J'essaye juste de faire en sorte qu'on gagne les élections. Et pour gagner les élections, il faut rassurer les gens. Ils n'ont pas besoin qu'on jette de l'huile sur le feu. C'est les gens, moi je suis dans une ville qui est une ville à la fois, qui est une drôle de ville, qui est à la fois très riche et très pauvre. On a une grosse population pauvre. Ces gens, ils ont juste besoin qu'on les aime. Je choisis à dessein qu'on les aime, qu'on soit attentif, qu'ils aient le sentiment que ça va changer pour eux, qu'on ne leur fasse pas de promesses inconsidérées qu'on ne tiendra pas, qu'on ne fasse pas de promesses qu'on ne tienne pas. C'est les gens, ils ne sont pas idiots.
Les gens, ils ne sont pas idiots. Oui. Quand j'entends, alors là, ça ne s'adresse pas trop à notre camp, mais la gauche, vous savez, cette espèce de surenchère, c'est à qui montera le SMIC le plus haut possible. Mais vous croyez vraiment que les gens, ils les croient? Vous croyez que les gens sont assez stupides? Vous n'avez qu'à dire 10 000 € par mois, tant que vous y êtes, si vous pensez que les gens vont vous croire sur parole. Personne ne croit sur parole. Comment? Je suis pas contre. Oui, non, mais vous voyez ce que je veux Oui, dire? bien sûr. C'est Bien sûr. mépriser les Mais gens, les gens le voient. que le faire. Bien sûr qu'ils s'en aperçoivent. Alors, dans notre camp, arrêtons de dire des imbécilités. Ne disons pas sur l'immigration. Voilà, il y a 400 000 immigrés qui arrivent, c'est infiniment trop. Infiniment trop. Il faut sélectionner, il faut mettre des limites, il faut choisir l'immigration. Mais ne disons pas qu'on va ramener l'immigration à zéro. Ce n'est juste pas vrai. Personne ne le fera. Ni Éric Zemmour, ni Marine, ni personne. Alors moi, je propose de ne pas mentir aux gens. C'est les gens, vous savez pourquoi ils ne votent pas pour. Et les gens, ils n'ont pas. Moi, j'ai jamais rencontré de gens qui viennent me dire je suis pour la démocratie participative. C'est tout. Je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré de ma vie. En revanche, les gens, ils me disent monsieur le maire, moi, ils ne me demandent pas de les associer au pouvoir à part 4 gauchistes. Mais personne ne me le demande. Ce qu'ils me demandent, c'est de faire ce sur quoi je me suis engagé. Et je pense qu'au niveau présidentiel, il faut faire la même chose. Il ne faut dire aux gens que des choses dont on se dit qu'on peut les faire. Oui. Or, aujourd'hui, dans notre camp, il y a un certain nombre de propositions qui ne sont pas crédibles. Je l'ai dit, j'ai eu Marine Le Pen hier, parce que j'ai dit que la retraite à 60 ans, ça n'avait ni queue ni tête. C'est démagogique. Voilà. Donc elle me dit, mais Robert, c'est pas tout à fait ce que je demande. Alors c'est vrai, elle dit les 40 annuités et tout. Mais attendez, mais même les 40 annuités. Aujourd'hui, si on ne veut pas mentir aux gens, tout le monde sent bien qu'on vit plus longtemps et qu'il va falloir travailler plus longtemps. On n'est pas obligé d'aimer ça, mais c'est comme ça. Alors ensuite, et c'est ça où il faut avoir une vraie dimension sociale, attentive aux gens et tout, leur dire, mais ceux qui ont les boulots les plus difficiles, il faut qu'eux, on les traite différemment. Mais il faut arrêter de faire croire aux gens des choses qu'on ne fera pas, qu'on ne fera pas. On ne fera pas la retraite à 60 ans, même avec 40 annuités, on ne le fera pas. Personne. Il ne faut pas le raconter. C'est intéressant parce que vous parlez du fait que vous voulez une Marine Le Pen qui propose des solutions claires et applicables tout de suite, contrairement aux années précédentes. C'est ce qu'elle est en train de faire. Vous avez milité pour qu'elle arrête avec sa lubie de l'Union européenne et de la sortie de l'Union européenne de l'euro. Elle l'a faite. Vous êtes contre la suppression de la double nationalité. Elle l'a faite. Aujourd'hui, Marine Le Pen se normalise de plus en plus, comme on dit un petit peu dans le champ politique. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus, selon vous, pour qu'elle gagne? Il faut pousser cette normalisation encore plus loin, ces compromis, comme vous dites, encore plus loin. C'est quoi les pistes prochaines? Je sais pas. Vous savez, je trouve que le mot compromis n'est pas un gros mot. Ouais, le compromis, c'est pas une compromission. Le compromis, c'est ce qu'il faut faire pour gagner. Pour gagner, personne ne gagnera tout seul. C'est pas nous, tout seuls, qui gagnerons. Enfin, vous êtes journaliste, vous vivez dans un monde réel, et vous voyez bien que le monde, il est fait sans arrêt de compromis. On en fait individuellement des compromis. Moi, pour diriger une ville, j'ai été élu avec près de 70% des voix, réélu avec près de 70%, parce que je fais des compromis. J'essaye de garder l'essentiel de ce qui me semble, mais en même temps, je fais avec les gens tels qu'il est. Je fais avec les gens tels qu'ils sont. Oui, Marine Le Pen, sur le terrain, en gros, économique et social, je crois qu'il y a moi, j'ai de vrais désaccords avec elle. Je crois qu'elle a une approche qui reste une approche très, elle aimerait pas ça, parce que j'avais eu des formules désagréables pour elle là-dessus. Mais en gros, très à gauche, quoi. Moi, non. Je pense qu'il faut pas mentir aux gens. Ce n'est pas vrai qu'on peut promettre plein d'avancées aux gens et dire qu'on va les payer avec la lutte contre la fraude fiscale, contre la fraude sociale et contre l'immigration. Ça suffira. La migration de masse, ça suffira pas. C'est de la rhétorique. C'est de la rhétorique. Peut-être que c'est utile dans les meetings. Moi, je crois qu'il faut plus faire de meetings. Au moins, ça t'évite de dire des bêtises. Parce que dans le télé, on fait de moins en moins d'ailleurs. Mais elle a raison, ça sert à rien les meetings. Attendez, moi j'en fais plus de meetings. Vous voyez pas, je vais faire des meetings. Oui, Sarkozy a bien fait. On ne sait pas combien de meetings en 2012 et il n'a pas gagné. Non, mais ça sert à rien. Les meetings, ça fait plaisir aux militants et ça fait des images pour la télé. Il y a d'autres façons de faire des images pour la télé. Et puis il y a d'autres. Son énergie, peut-être, il faut la donner ailleurs. Mais ça, c'est mon point de vue. Voilà, je pense qu'il faut juste. Oui, il y a encore des choses à changer. Et je pense qu'on peut, sur les questions qui nous sont essentielles. Moi, les questions, c'est quoi qui me sont essentielles? C'est M. Macron sur l'immigration. Il nous a fait perdre 5 ans. Il n'a rien changé. Rien. On va revenir aux chiffres de 2019 qui étaient les pires chiffres qu'on ait connus. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité.
Sur la sécurité, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, c'est vrai, regardez, il faut le dire, mais il a été mieux sur le nombre de policiers et de gendarmes que la droite de Mme Pécresse. Non, mais disons-le, Ça c'est m'a ça. amené à une autre question. Mais en même temps, sur le reste, attendez, l'insécurité sur les personnes, plus 18%, 2000 agressions par jour, toutes les heures, il y a un policier ou un gendarme qui est blessé, qui est agressé. Enfin, c'est ça le bilan. On a quelques points comme ça qui sont en plus l'essentiel de ce que les gens veulent. Vous savez, moi, les gens, je les reçois tous les mercredis. Tous les mercredis, je reçois tous les gens qui veulent me voir. Mais vous croyez qu'il y en avait un qui me parle de l'Union européenne? Mais personne ne me parle de ça. On parle beaucoup d'écologie ou pas? Mais bien sûr que non. Vous ne croyez pas que les gens ils me parlent de ça? Les gens, ils me parlent de leur pouvoir d'achat. Bien sûr. Les gens, ils me parlent de leur pouvoir d'achat. Vous savez, moi, j'habite à côté de la Poste. Dans la nuit du 5 au 6, quand le RSA arrive, vous avez la queue devant les guichets de la Poste. Pourquoi? Vous savez, parce que la Poste, on ne vous vire pas de la Poste. On peut vous virer d'une autre banque, mais pas de la Poste. Ces gens-là, qu'est-ce de quoi ils vous parlent? De leur pouvoir d'achat. Comment on répond à ça? Tout en ne faisant pas de l'assistanat à longueur de temps, tout en faisant que tu gagnes bien mieux ta vie. Enfin, ça devrait être comme ça, en travaillant qu'en vivant de l'assistanat. Ils me parlent de ça, ils me parlent de l'immigration parce que c'est une insécurité, mais même pour les gens qui ont réussi à s'intégrer. Moi, dans ma ville, dans mon conseil municipal, il y a des gens qui viennent du Maghreb et qui ont réussi à s'intégrer. Ces gens-là, ils savent qu'une immigration qui n'est jamais contrôlée, elle les menace, et elle les menace même plus eux que moi, parce que personne tout de suite va me prendre ma place tant que je suis élu par les gens. Sur ça, sur la sécurité, sur l'école. Hier, je vais visiter les écoles parce qu'on distribue, vous savez, des dictionnaires pour les enfants. Attendez. Avec Yel dedans? Comment? Avec Yel dedans? Non. Non. Oh, et puis c'est bien, un dictionnaire quand même, tu l'as toute ta vie, tu le gardes. Ça, vous n'avez pas remarqué, on ne le jette pas un dictionnaire. On le garde, même les dictionnaires qu'on a eus comme enfants, on les garde tout le temps. Et j'ai presque 70 ans. Mes petits-enfants ont l'âge des gosses que je vois là. Je suis rentré dans 2 classes d'une école privée où on m'attendait debout. Je suis allé dans une autre classe d'une école privée, mais d'une autre, pas religieuse. Il a même pas traversé la tête de l'institutrice qu'on devait se lever. Mais monsieur, c'est ça qui compte pour moi. Parce que si tu commences comme ça, tu t'en sortiras jamais. Sur ces quelques idées fortes, et on a la chance, elles sont devenues majoritaires. Comment on fait pour les mettre en œuvre et gagner et qu'on change ce pays? Alors, attendez, on n'aura pas fait la révolution, mais on aura quand même sacrément changé les choses. Moi, j'avais une dernière question pour vous, politique, on va dire. Vous avez toujours gardé une certaine indépendance politicienne, on va dire. Vous êtes sans étiquette, vous êtes maire de Béziers sans étiquette, même si vous avez eu le soutien du Rassemblement national, de Debout la France, mais vous êtes toujours resté sans étiquette. Est-ce que demain, si Marine Le Pen ou Éric Zemmour remportent l'élection présidentielle et qu'ils vous demandent de rejoindre leur gouvernement, est-ce que vous acceptez? Je suis d'abord le maire de Béziers. Ça pèsera plus que tout le reste. Ouais, je suis heureux dans ma ville. Vous ne pouvez pas savoir. Le métier de maire, c'est un métier fantastique. C'est des bonheurs tout le temps. Vous construisez la ville, vous la changez. J'ai changé ma ville. C'est idiot, je vais vous dire un truc qui peut paraître risible. Je passe dans des places où je me dis, si je n'étais pas maire, ça ne serait pas comme ça aujourd'hui. Et ça, pour quelqu'un qui pensait jamais être maire, qui a toujours aimé la politique parce que ça m'a toujours intéressé, même si je viens plus des droits de l'homme que du sérail politique et tout, voilà, c'est des satisfactions. Et puis je le dois aux Biterrois. Je pense qu'ils aiment bien le maire qu'ils ont, et donc je les aime beaucoup. Et puis ma ville, elle est une ville formidable, exceptionnelle. Vous pensez qu'en tant que maire, on peut changer plus concrètement la vie des gens qu'en tant que ministre ou qu'en tant que président? Bien sûr. Mais en même temps, à un moment donné, le maire, il bute sur quelque chose, c'est que sur l'immigration, sur la sécurité, c'est plus moi. Attendez, sur l'emploi, qu'est-ce qu'on voulait que j'y fasse? On va mettre un policier municipal devant l'école. Voilà, et puis on en met, mais à un moment donné, pardon, il paraît que c'est régalien, que ça dépend de l'État, alors qu'il le paye l'État, et qu'ils mettent les policiers nécessaires et les moyens nécessaires. Sur la justice, sur tout ça, c'est plus moi. Donc moi, je vois les limites de l'exercice de maire, mais c'est un exercice qui est faramineux. Venez à Béziers, vous verrez. Et de toute manière, j'étais en train de me dire ça pendant la question de Sébastien, mais pour un Premier ministre, d'avoir Robert Ménard comme ministre, ça doit être horrible, vu votre liberté de parole. Mais écoutez, vous connaissez la phrase de Chevènement, un ministre, ça se tait ou ça démissionne. Ouais, il y a eu des gens qui m'ont approché. Il est un peu plus vulgaire que moi, Jean-Pierre Chevènement. Il y a des gens qui m'ont approché à un moment donné en me disant que j'aurais pu être porte-parole. J'ai dit, de qui que ce soit, ça va durer 3 minutes. Écoutez, je défends
quelques-unes de mes idées, j'y crois vraiment et j'essaye de les mettre en œuvre dans ma ville. On va parler justement de votre ville et de votre action au quotidien. Vous avez peut-être entendu parler de ce reportage d'M6 de Zone Interdite sur le communautarisme islamiste dans la ville de Roubaix, où on voit des images des poupées sans visage, on voit des écoles où toutes les filles sont voilées, on voit des rues entières de Roubaix, donc pas de Seine-Saint-Denis, de Roubaix, où il y a 5-6 magasins halal, où il y a des magasins où on vend des niqabs. Donc des niqabs, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est des voiles intégrales, qui sont pourtant interdits, en théorie. Vous avez souvent parlé du problème que ça pose, les questions de communauté, notamment à Béziers, où il y a une certaine communauté musulmane. Comment on fait concrètement pour arrêter ça, pour arrêter ces rues entières où on a l'impression parfois de ne plus être en France? Comment on fait? Est-ce que c'est le maire qui a les solutions pour changer ça? Honnêtement, c'est compliqué. Dans ma ville, les 2/3 des enfants sont d'origine immigrée et 90% sont musulmans. Enfin, peut-être pas pratiquants, mais de culture musulmane. Vous avez eu des problèmes quand vous avez dit ça? Quand j'ai dit ça. 90% des 2/3. Oui, à peu près, oui. Voyez. Certains démographes vous ont confirmé ce que vous avez dit plus tard. Mais sur le moment, vous avez eu des problèmes on m'a parce qu'on poursuivi. avait des statistiques ethniques. Oui, voilà. Sauf que c'est ça. Et sur le pourcentage, ça se rapproche notamment de Roubaix. Oui, c'est pour ça. Donc ces questions-là, je les connais, je les fréquente tous les jours. Vous savez, je me bats tous les jours contre des commerces communautaires. Parce que qu'est-ce que ça veut dire un commerce communautaire? En français, tout brutalement. Ça veut dire que tu n'as plus une femme à la terrasse. C'est ça. Oui. Or, ce n'est pas écrit dans les textes, mais sauf dans les faits. C'est-à-dire que quand des commerces, quand un restaurant communautaire, un bar communautaire s'ouvre, ça veut dire qu'il n'y a plus l'ombre d'une femme, pas plus musulmane qu'une femme non musulmane qui est là. Et ça se développe dans ma ville. Dans votre ville, ça se développe? Mais bien sûr que ça se développe. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas dans les centres-villes, c'est plutôt dans les... Ah non, la différence, c'est qu'en cœur de ville. Parce que le quartier le plus pauvre de ma ville, c'est le cœur de ville. C'est ce qui change entre les villes du nord et du sud. Dans le sud, dans les villes du sud, c'est au cœur des villes du sud que la pauvreté est la plus importante. La plus importante, le quartier le plus difficile, le plus pauvre de ma ville, il est le cœur de ma ville. Et donc, le cœur historique de ma ville. Ça veut dire que, oui... Je n'ai pas de solution. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la mixité sociale. La mixité sociale. Ça ne marche pas. Attendez, ça marche. Mais c'est que les gens n'en veulent pas. Oui, c'est ça. La mixité sociale. Quand vous avez des écoles, il y a des écoles au centre-ville à Béziers où 90% de l'ensemble des élèves sont issus de l'immigration. 90%. Mais aucun Français d'ici, ils sont français. Français de souche, je ne sais pas comment il faut dire, français d'histoire. Français au carré, comme voilà. Michel Tribala. Voilà. Les parents ne veulent pas les mettre dans ces écoles-là. C'est ça la réalité. Et je ne jette même pas la pierre aux parents, parce qu'évidemment, ces écoles, quand il n'y a pas assez de mixité, c'est des écoles qui sont, où le niveau est problématique, où c'est compliqué, et où ça se fait au détriment des enfants immigrés eux-mêmes. Quand je dis ça, c'est terrible. Je ne le dis pas contre ces enfants-là. Je ne dis pas contre la communauté musulmane de ma ville. Je dis aux mamans et aux papas, je dis vous avez intérêt, et ils le savent très bien, d'écoles où il y a des gens de toute origine, parce que sinon ça plombe les études de leurs propres enfants. Lutter contre l'immigration de masse, une immigration incontrôlée, c'est d'abord défendre les immigrés qui essayent de s'en sortir. Et il y a une immense majorité qui essayent de s'en sortir. Mais c'est comme si vous leur mettez la tête, le pied sur la tête, en leur disant « Et on va t'enfoncer un peu plus parce qu'il y en a d'autres qui vont venir te concurrencer encore un peu plus dans les boulots que tu as et tout. » C'est très compliqué. C'est pour ça que je suis prudent dans ce que je dis. Je dis c'est un travail de longue haleine. Il faut d'abord arrêter avec une immigration de masse. Il faut appliquer la loi. Vous savez, il n'y a même pas de faire... Je suis président, comme je suis maire, d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. En gros, un centre qui accueille des réfugiés. Enfin, on le sait, il y a 60%, 70% des réfugiés qui se voient refuser en première instance et en deuxième instance le fait d'être réfugiés, c'est-à-dire que c'est des réfugiés économiques, mais sûrement pas politiques. Sûrement pas politiques. Moi, vous savez, je ne veux pas une révolution. Sauf que le problème, c'est quand ils sont déboutés, ils restent. Oui, mais moi, je ne vois jamais, ou quasiment jamais, la police des airs et des frontières reconduire les gens qui se sont fait débouter, c'est-à-dire qui sont en situation illégale,
où ils doivent être, c'est-à-dire ensuite à la frontière pour partir. D'accord. On ne le fait pas. C'est 15% au niveau national. Mais voilà, donc moi, vous avez compris, moi je dis, c'est ça qu'il faudrait expliquer. Moi, je ne veux pas faire la révolution, là. Je veux juste qu'on commence par appliquer la loi. La loi, c'est on reconduit les gens à la frontière qui n'ont aucune raison de rester là. Et quand on nous répond, pardon, je finis ça, et quand j'entends M. Macron nous dire, oui, mais on n'a pas de sauf-conduit consulaire, c'est vrai, mais qui découvre à moins d'un an des élections, à 6 mois des élections, que peut-être on pourrait dire à ces pays-là, mais je vous donne plus de visa si vous ne donnez pas de sauf-conduit consulaire. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 4 ans et demi? Il a oublié ça. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, le pays qui refusait le plus d'accueillir ces ressortissants qui sont en situation illégale ou qui ont été condamnés, vous savez quel était ce pays? Le Mali. Le Mali, où de soldats vont mourir pour le Mali, on n'arrive pas à obtenir, alors maintenant il y a eu le coup d'État, ça va être encore moins facile, on n'a jamais réussi à obtenir que juste ils reprennent ces ressortissants qui sont en France de façon illégale. Mais comment on se débrouille? Vous voyez, moi je veux pas, ce que j'essaye de prendre un exemple comme ça, peut-être c'est moi j'ai pas été toujours comme ça. J'ai changé en 7 ou 8 ans que je suis maire. Je me dis, mais déjà on ferait ça. On dit, on n'aurait pas de grandes phrases surtout, mais on ferait ça. Mais moi, ça changerait ma vie de maire et ça changerait la vie des Français. Et est-ce que vous seriez du coup d'accord, enfin je vais vous demander quelle est votre position là-dessus. Éric Zemmour notamment propose sur les demandes d'asile qu'elles soient effectuées dans le pays de la personne qui demande l'asile. C'est-à-dire qu'un Algérien qui veut venir en France, il ne va pas faire sa demande d'asile en France, mais il va le faire directement depuis l'Algérie. Si elle est acceptée, il a le droit de venir en France. Si elle n'est pas acceptée, il reste en Algérie. Ça faciliterait beaucoup de... Bien sûr, mais c'est une bonne idée. Enfin, attendez, mais au-delà de... Enfin, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est réalisable? Je ne sais pas, il faut essayer. Alors, pas dans tous les pays. Il y a des pays où tu ne peux même pas t'approcher de l'ambassade de France, tant le fait même de t'en approcher fait que tu vas avoir des ennuis. Mais quand je vois, par exemple, qu'est-ce que je peux vous citer? La Géorgie ou l'Albanie, qui sont des pays qui fournissent le plus le bataillon de soi-disant réfugiés politiques, et donc qui demandent des statuts. Enfin, tout le monde sait qu'en Géorgie et en Albanie, il y a des problèmes de pauvreté, il y a plein de problèmes. Je comprends très bien, si j'étais géorgien ou albanais, peut-être que j'aurais envie de changer de pays. Mais vous avez compris, mais peut-être que dans un certain nombre de pays, on pourrait dire, non, vous ne pouvez pas arriver en France, vous ne l'avez pas vu, donc on n'étudie même pas votre dossier, bien sûr. Mais je ne sais pas si c'est le cas dans votre ville, mais les personnes qui créent des espaces communautaires, qui créent des problèmes, c'est ni les Albanais, ni les Géorgiens, si je peux me permettre. Non, mais ça peut être les Tchétchènes. Oui. Pardon, il y a une délinquance albanaise, tchétchène. Je serais moins prudent, je serais plus prudent que vous. C'est pas le même genre de problème, mais nous, on s'en est payé quelques-uns de Tchétchènes qui sont encore dans ma ville, pas tous, mais un certain nombre, et qui viennent d'où, monsieur? Ils étaient réfugiés, ils n'ont pas eu leur statut, mais évidemment, ils restent là. Et après, ça fait des petites mafias. Pour aller au-delà de l'immigration illégale, puisque là, on parle de ça, de gens qui sont déboutés et qui restent. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont français? Vous l'avez dit, c'est 60-70% d'enfants qui sont musulmans français et qui vivent dans des quartiers communautarisés, les quartiers dont on a parlé à Roubaix dans le reportage d'M6. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions de certains de supprimer le port du voile en public? Est-ce que vous êtes pour la suppression des différents menus à l'école, en mesure concrète, je veux dire? Est-ce que vous êtes pour la suppression du port du voile ou de n'importe quel signe religieux dans la rue? Je l'ai défendu, la suppression du port dans l'ensemble, du port du voile dans l'ensemble de l'espace public. Je pense que c'est impraticable, concrètement. Je vois mal. J'y suis, vous avez compris. Je pense que dans l'immense majorité des cas, il y a toujours c'est jamais 100%. Dans l'immense majorité des cas, c'est évidemment une affirmation politique. Même si la gamine ne s'en rend pas compte au premier niveau. Il y a aussi un certain nombre de gens, pour des raisons respectables, religieuses et tout, que je ne conteste pas et tout. Et donc, je suis partagé parce que je vois pas comment, concrètement, on va pouvoir y arriver. Et là, si on est au seuil du pouvoir, il faut quand même qu'on puisse dire, attendez, mais on va le mettre en œuvre. On va le mettre en œuvre. Enfin, moi, dans ma ville, il n'y a pas de repas halal. Il n'y en avait pas d'ailleurs quand j'étais de mon prédécesseur. Mais évidemment, je ne le ferai pas. Mais il y a des repas sans viande.
Il y a des repas sans viande. Ensuite, s'il y a des gens, ça ne leur suffit pas, ils veulent vraiment un repas halal, mais même, surtout parce que c'est plus compliqué que des repas, c'est pas simplement un repas sans viande et tout, mais il faut aller manger ailleurs que dans la cantine. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est la loi de la République et je l'applique. Vous êtes donc pour une laïcité extrêmement stricte, on va dire, d'un point de vue. C'est-à-dire même à l'école, vous êtes pour une école où même ce qu'on appelle les signes peu ostentatoires, qui sont autorisés aujourd'hui dans l'école publique, on arrête tout. Est-ce que vous êtes pour, par exemple, le fait que dans beaucoup d'écoles, vous l'avez sûrement vu, les femmes, les filles ou les adolescentes qui sont voilées attendent d'être sur le perron de la porte de l'école pour remettre leur voile ? Comment on fait dans l'espace, au sein de l'école publique, encore une fois, où vous l'avez dit, vous avez des écoles où il y a 80% d'enfants issus de l'immigration, dont une grande majorité sont musulmans. La question des menus halal, on est d'accord qu'avec 60% ou 70% d'élèves musulmans, c'est intenable. C'est très difficile de dire à ces 70% d'enfants, vous ne pouvez pas manger à la cantine. Et nous, on leur dit, vous mangez végétarien. Et ils le font. Et ils le font. Donc vous pensez que c'est possible, finalement ? Je pense qu'on peut gagner. Il ne faut pas céder. On peut gagner. Nous, on a expliqué, moi, j'ai dit que je ne le ferais pas, les menus halal. Donc, c'est non. Donc, c'est non. Mais on a cru qu'un certain nombre ne viendraient pas. Et finalement, on a à peu près le même nombre de gens qui ont opté pour un menu végétarien, qui est un compromis qui me semble acceptable. Un compromis qui me semble acceptable. Pour terminer sur cette question, est-ce que, M. Ménard, vous croyez au grand remplacement ? Est-ce que le Béziers de quand vous êtes arrivé est le même que celui que vous connaissez aujourd'hui ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, j'ai été en classe, au lycée, et quand je visite comme maire les classes, ça a changé. Évidemment que ça a changé. Le mot grand remplacement, il est piégé si on imagine que qu'il y a une volonté de changer la population. Il n'y a pas de volonté. On est rentré dans une mécanique dont on aura le plus grand mal à sortir. Vous pensez que c'est irréversible ? Non, je pense qu'il faut déjà bloquer les choses et il va falloir des années et des années pour faire de ceux qui sont ici. Enfin, attendez, les gens sont depuis 3-4 générations français. Vous allez faire de la remigration, comme un certain nombre d'abrutis l'ont imaginé. Tu vas remigrer qui ? Tu vas mettre dans quoi ? Dans des bateaux, des gens en disant tu n'as plus ta place ici. Ça n'a strictement aucun sens. Aujourd'hui, même Pécresse parle de charter. Vous avez bien vu que tout a... Vous parlez de remigration. Elle n'emploie pas le mot remigration. Elle n'emploie pas le mot non, pour les gens en situation illégale. Valérie Pécresse, il y a 10 ans, parlait de charter. Attendez, mais ça, c'est la réussite d'Éric. Il y a 10 ans, on pouvait parler de grand remplacement. Non, mais attendez, Éric, il a réussi ça. Éric, l'aspect positif, c'est qu'il aura mis des sujets qui étaient déjà ceux du Rassemblement national, mais que le Rassemblement national n'avait pas réussi à mettre, en gros, tellement au cœur du débat que c'était réservé à une partie de la population d'en parler, que bien de médias, alors je ne parle pas de vous évidemment, mais d'autres médias ne voulaient même pas, ils ne voulaient même pas entendre parler. Il a réussi ça. Personne, c'est l'atout qu'il y a. En même temps, le revers de ça, c'est qu'il les pose dans des termes qui sont à ce point irréalistes que ça en fait un débat qui aurait pu être plus positif qu'il est, et il aurait pu jouer un rôle plus positif. En même temps, il aura joué ce rôle-là, et puis il aura finalement recentré Marine Le Pen. On va finir avec une petite partie sanitaire, évidemment. Je veux juste poser une petite question politique juste avant. Pareil, sur la question de l'islam, vous savez, on parle souvent d'islamo-gauchisme. Et en ce moment, il y a une petite polémique sur l'islamo-droitisme. Vous savez, il y a eu ces polémiques sur les liens entre Jean-Christophe Lagarde et l'islam radical. Et là, il y a Damien Rieu, donc, qui a rejoint Éric Zemmour et qui a sorti une vidéo sur Patrick Karam avec des liens avec Mohamed Eniche. Est-ce que vous considérez que la situation du pays par rapport à l'islamisme a aussi comment dire, est-ce que la droite est aussi responsable de tous ces renoncements depuis 20 ans et de l'histoire de l'islamisme? Mais il y a des élus qui sont allés chercher de droite et de gauche les voix de tout le monde. Bien sûr. Non, mais c'est parce qu'on a souvent tendance à dire oui, la gauche a fait plein de renoncements, mais la ce droite, que je veux dire, c'est que la droite mais la aussi. droite exactement de la même façon. Et l'appareil d'État, je vais vous raconter une anecdote. Quand pas le sous-préfet actuel, mais le sous-préfet précédent. De chez vous. De chez moi. Il arrive et il décide,
une bonne idée de faire, vous savez, une cérémonie pour fêter le 4 septembre. Le 4 septembre, pour ceux qui l'ont oublié, c'est l'instauration de la République après la défaite de 1870. J'y vais, évidemment, je suis invité comme le maire de la ville, j'y vais, et je découvre invité des associations islamistes. Je vais voir le sous-préfet, je lui dis, je m'en vais, je ne resterai pas là. Et il me dit, mais comment vous dites ça? Le responsable de cette association, il mettait sur son site, pas sur un site comme ça, une Marianne, vous savez, qu'il avait décapitée, et il avait remplacé la tête de la Marianne par un Coran. Mais le sous-préfet, ça ne lui posait pas de problème, sous prétexte que ces gens-là faisaient, vous savez, dans l'aide à la population, ils servaient un certain nombre de repas halal, je vous rassure, aux gens, aux SDF et tout, mais si tu n'étais pas un musulman, tu mangeais quand même le plat là. Ces renoncements, bien sûr, une partie de l'appareil d'État, il a été complice. Une immense partie de la gauche a cru qu'elle allait pouvoir. Mais une partie de la droite. Oui, Monsieur Lagarde, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. On s'achète dans un certain nombre de quartiers un certain nombre de gens en se disant « Ah, mais ça ne me fait pas de mal et tout ça » sur un certain nombre de mosquées. Moi, j'ai demandé aux mosquées de respecter, vous savez, un espèce d'engagement républicain. Je vous rassure, ah non, pas tacite, je leur ai demandé de la signer. Non, donc, oui, d'accord. Mais attendez, sur 5 mosquées, il y en a 3 qui ont accepté, non, 2 qui ont accepté de la signer, 3 qui ont refusé de la signer. Mais pourquoi ils ont des liens de ce type-là? C'est pour la réélection? Monsieur, mais bien sûr que c'est pour la réélection. Pourquoi vous arrivez à être élu sans avoir parce ces qu'il y a, liens-là parce qu'il y a mais parce qu'il y a tout un courant, il y a une immense majorité des musulmans chez moi qui ne veulent pas de ces islamistes. Qui veulent juste vivre normalement, qui veulent vivre à la française. Il y a un certain nombre de gens qui veulent respirer. Et puis, je suis un maire d'une sensibilité autoritaire. Et vous savez, une partie des communautés musulmanes... J'ai pris un arrêté il y a quelques années, qui est toujours d'ailleurs là, que je n'ai pas évidemment abrogé, qui dit que les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas être seuls dans la rue après 23 heures. Mais vous croyez que les mamans musulmanes, elles étaient contre? Non. Mais elles étaient absolument favorables. Toutes ces mères qui vivent seules... Ça, c'est toujours d'actualité dans votre vie. Je ne sais plus si, attendez, je suis peut-être vous dire une bêtise parce que je crois que j'ai été poursuivi sur cette arrêt. J'ai eu beaucoup je vois très bien le Conseil d'État vous dire vous n'avez pas le droit de faire ça. Voilà, mais je sais par contre, ils ont le droit d'autoriser le couvre-feu. Voilà, je sais. Mauvais esprit. je sais. Mais attendez, mais la communauté, les gens de la communauté étaient ravis de cette mesure-là. Ça choquait, 4 gauchistes qui pensaient que c'était attentatoire aux libertés. Les mêmes qui inscrivent leurs écoles, qui me demandent des dérogations scolaires, parce que c'est le maire qui les donne, pour ne pas inscrire leurs écoles dans telle ou telle école, leurs enfants dans telle ou telle école, et qui préfèrent quand même l'école où la mixité... Non, le privé, ils n'ont pas besoin de moi. Mais où la mixité est plus assurée, quand même. On préfère, pour ces enfants, on a de grandes idées, mais pour ces enfants, quand même, on préfère telle ou telle chose. On va terminer, Monsieur Ménard, sur évidemment l'actu sanitaire. Vous êtes, contrairement à Marine Le Pen ou Éric Zemmour, un fervent défenseur de la plupart des mesures gouvernementales sur les questions sanitaires, que ce soit le pass sanitaire, le pass vaccinal. Justement, ce pass vaccinal qui est rentré en vigueur cette semaine, on a eu M. Delfrécy qui a dit il y a quelques jours, justement, que le vaccin n'était finalement pas un vaccin à part entière, mais qui était aussi finalement une forme de médicament. On a vu une vaccination qui n'empêche pas la transmission du virus. Avec toutes ces considérations, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous continuez à soutenir le pass vaccinal et pourquoi, selon vous, Marine Le Pen et Éric Zemmour devraient y renoncer? Écoutez, je ne suis pas professeur de médecine et je ne suis pas devenu professeur de médecine comme bien de mes collègues politiques qui sont capables de parler pendant 3 heures d'un certain nombre de sujets dont ils ignoraient l'existence il y a encore 2 ans. Je suis juste pragmatique. Comme je suis maire, je suis le président du conseil de surveillance de l'hôpital de chez moi. Il y a un très gros hôpital à Béziers, donc j'en suis le conseil de surveillance. Combien de lits de réanimation? Comment? Combien de lits de réanimation? 18. Ce qui est beaucoup pour la France. Je ne sais pas, il faudrait que je fasse le rapport de mauvais esprit. Décidément, tous les deux, sur ce registre-là. Tous ces derniers jours, j'ai un point tous les jours du nombre de cas de gens qui sont hospitalisés pour le Covid et de gens qui sont en urgence. Tous les cas d'urgence, ils sont tous non vaccinés. D'accord. C'est tout.
Moi, je suis d'un pragmatique. J'en conclus que si le vaccin, c'est pas miraculeux, il ne protège pas de tout, il vous évite de finir en réanimation. Ils évitent de finir en réanimation. Et rien que pour ça, j'y suis favorable. Et c'est pas parce que, et ça c'est un truc insupportable de notre camp, mais de la politique en France. Et c'est pas parce que M. Macron est pour quelque chose que je vais être contre. Je me rappelle quand il y a eu le pass sanitaire, quand il a annoncé le pass sanitaire. Vous vous rappelez, j'étais le seul à droite. Enfin, oui, voilà, toujours le seul à dire que j'étais favorable. Alors, toute la droite, ça a été, on va voir d'où vient le vent, pour voir comment les Français réagissent, si j'ai plus ou moins à y gagner, et ils étaient plus ou moins pour et plus ou moins contre. Pardon, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une ligne qui n'est pas forcément celle de vos amis Éric Zemmour et Marine Le Pen, et celle d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire que Emmanuel Macron, donc pour le pass vaccinal, pour le pass sanitaire, et Éric Zemmour et Marine Le Pen sont totalement opposés au pass vaccinal et maintenant au pass sanitaire. Mais est-ce que vous ne considérez pas que aujourd'hui, il y a combien, je sais pas, 600 000 personnes qui sont à risque, et donc c'est les personnes qui se retrouvent en réanimation et qui ne sont pas vaccinées, pardon. Est-ce que justement le message, c'est pas il faut vacciner ces personnes-là, il faut que ces personnes-là se fassent vacciner parce qu'elles ont des risques d'avoir des formes graves, plutôt que d'imposer un tout vaccinal pour des personnes qui, par exemple, ont notre âge à Sébastien et moi, qui vraiment, avec Omicron, n'ont pas forcément de risque. C'est terrible que la droite, et vous êtes de droite, et dans un journal de droite, vous osiez me dire ça. Pourquoi ? Je croyais qu'il y avait un truc qui s'appelait le bien commun, qu'il y avait quelque chose où on pouvait penser à autre chose qu'un risque qui était le sien, que celui qu'on apporte aux autres. Il me semblait que nous, justement, on pouvait sur ce terrain-là dire on n'est pas égoïste. On est capable de s'oublier et de penser que même si personnellement je n'ai pas de risque parce que je ne sais pas quel âge vous avez, enfin j'en sais rien, même vous auriez 15 ans ou 18 ans, vous me dites, voilà, je pense, attendez, je pense ça. Je pense qu'on peut s'oublier au profit des autres. C'est tout. Et je pense pas plus que ça, je ne suis pas un spécialiste de ça. Je remarque que quand le chef de l'État a instauré le pass sanitaire, il y a eu des millions de gens qui après se sont fait vacciner, qui n'étaient pas. Ah oui, attendez, aujourd'hui, je les entends nous expliquer qu'il faut être contre. Et puis attendez, pour une partie de la droite, je pense à M. Philippot ou à M. Dupont-Aignan. Vous avez des mots très durs envers eux. Non mais attendez, ils sont irresponsables. Oui. La politique à ce prix-là, mais moi je m'assieds plus à la même table qu'eux. D'accord. Monsieur, la politique et gagner des voix, ça ne permet pas de dire n'importe quoi. Je veux dire, je pensais on se flatte de vouloir faire de la politique pas comme les autres. Nous, on n'est pas des politiciens, on est différents. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils représentent quand même une part de Français. Mais oui, mais moi, c'est pas parce que j'aspire pas à représenter une part des Français. J'aspire juste à dire des choses qui soient pas trop dégueulasses par rapport à tel ou tel, et qui soit un brin responsable. C'est tout. Quand vous faites pas ça, moi, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Rien à voir. Mais par exemple, et je les connais tous les deux, vous avez bien compris. On sait que du coup, vous êtes pour le pass vaccinal, mais que vous avez critiqué Emmanuel Macron quand il a dit « j'emmerde ». Mais bien sûr. Mais attendez, vous croyez que je... Non, bien sûr. Mais du coup, c'est pas incohérent que à peu près 5-6 millions de personnes trouvent dans le message de Nicolas Dupont-Aignan et de Florian Philippot une sorte, pas d'espérance, mais ils se disent, bon, au moins des gens qui nous soutiennent. Attends, il y a un mélange de gens. Tous les gens qui sont cons, qui ne vont pas se faire vacciner, c'est pour des raisons différentes. Moi, je connais des gens qui y sont parce que c'est des vieilles personnes qui vivent dans des zones rurales où ils ne sortent pas. Vous savez, ils ne vont pas au restaurant, ils ne vont pas donc pas se vacciner. Ils ne comprennent pas. Et il y a aussi un certain nombre de gens qui sont des fous furieux, qui disent n'importe quoi. Il y a un certain nombre de gens qui attisent ce n'importe quoi. Monsieur Philippot et Monsieur Dupont-Aignan, ils attisent ce n'importe quoi, ils prennent une responsabilité. Être politique, c'est pas aller toujours dans le sens des poils. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils espècent une petite niche politicienne, et c'est eux qui viennent nous expliquer que les autres seraient à gauche, ils seraient terribles, mais eux, ils sont bien. Moi, je veux pas faire de la politique comme ça.
Et en même temps, vous croyez que je suis dupe de tout ce qu'a fait monsieur Macron. Enfin, j'ai été d'une sévérité. Je me rappelle avoir rencontré le préfet. Vous savez, moi, au début de cette crise, de cette pandémie, je suis allé faire faire et chercher des masques en Espagne. Je ne suis pas très loin de l'Espagne, Béziers et tout. Et le préfet m'expliquait que non seulement c'était inutile, mais que le masque était nuisible. C'est simplement qu'ils ne les avaient pas, les masques. Enfin, attendez, ils m'ont refait le même coup avec les tests et tout. Je n'oublie rien. Mais c'est pas parce que je n'oublie pas ça de M. Macron et l'arrogance de M. Véran, c'est pas parce que je dis ça et je ne l'oublie pas que je vais trouver, quand ils ont une mesure de bon sens, dire qu'ils ont tort. Je pensais qu'on pouvait être différent des autres. Attendez, mais vous dites bien sûr, je me suis fait incendier sur les réseaux sociaux par mes amis. Je trahissais. Traître, enfin, attendez, tout à l'heure, on disait, j'ai reçu M. Macron chez moi. Enfin, juste, il est chef de l'État, pardon, je suis maire, expliquez-moi, au nom de quoi je ne recevrai pas. De façon annexe, il vient donner de l'argent à une entreprise importante d'hydrogène. Monsieur, comment il s'appelle, notre avocat qui vient de rejoindre, Éric Zemmour, il me dit que je suis un Judas. Mais comment est-ce que moi je dis ça? Je le connais, Collard, je le connais depuis des années. Qu'est-ce que c'est ce vocabulaire de guerre civile? Je ne pense pas qu'Éric soit un traître, une marine, je ne sais pas quoi. J'essaye juste de trouver qu'on discute normalement. Finalement, vous critiquez que l'aspect politicien et les manœuvres politiciennes se sont emparées de la question sanitaire. Vous voulez vous placer, un peu comme dans toute votre carrière politique, en indépendance et en retrait de tout ça. Et au bien-être des gens. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aider les gens de ma ville? Depuis le début de l'année, il y a 18 personnes à Béziers qui sont mortes à l'hôpital. Vous avez compris, je me dis comment je fais qu'il y en ait moins. Enfin, qu'est-ce que c'est Vous faites de la politique, vous faites du journalisme. Pourquoi? Pour que les gens soient un peu moins malheureux quand même, au fond, in fine. Si c'est pas pour qu'on soit au pouvoir. Moi, je m'en fous du pouvoir. Moi, si je m'intéresse à la politique, c'est parce que je me dis que je peux apporter quelque chose et que les gens seront un peu plus heureux. Alors peut-être qu'on pourrait oublier un certain nombre de choses et se soucier uniquement de ça. Je voudrais juste qu'on retourne sur la discussion qu'on avait tout au début, sur le bien commun. Je pense qu'il y a plein de gens qui étaient d'accord avec vous jusqu'à la 3e dose, en gros. C'est plein de gens qui se sont dit, bon, je fais ma première dose, pour protéger mon grand-père, ma grand-mère. Je fais ma 2e dose, comme ça tout le monde va être vacciné. Aujourd'hui on est à 90% de gens vaccinés et en fait ils se disent, et donc on en revient à la question des gens comme moi qui ne développent pas forcément de forme grave avec Omicron, je précise bien, et qui se disent mais pourquoi je vais faire ma 3e dose, ensuite on va me demander une 4e, ensuite on va me demander une 5e. Vous comprenez qu'à un moment donné, le bien commun, les gens ils sont favorables, mais qu'on ne peut pas non plus élargir le bien commun à quelque chose qui est indéfini. Sachant que la vaccination n'empêche pas la transmission. Donc une personne vaccinée ou non peut transmettre le virus. J'ai jamais dit que la vaccination était miraculeuse. Exact. Non, je pense que le bien commun, ça va au-delà de ce qui est raisonnable. Ma vie, elle est construite autour de ça, autour des gens. C'est tout. Et si les gens me font confiance dans ma ville, c'est qu'ils sentent ça. Moi, je n'ai aucun... Comment vous dire? Je sais pas, j'essaie de ne pas lire le monde avec des lunettes idéologiques. Et je vois à quel point mes amis le font. Moi, j'ai beaucoup changé tout le long de cette crise, parce que je pense que tout le monde, ça nous a tous changé. Oui. 2 ans d'épidémie, ça ne te laissait pas indifférent. Et je suis peut-être encore plus pragmatique que je le suis. Je dis juste, voilà, moi je suis encore une fois pas docteur en médecine. Je vais beaucoup dans des plateaux de télévision, j'entends plein de médecins qui me disent quand même, il vaut mieux faire ça que ne pas le faire, il vaut mieux être vacciné que ne pas être vacciné. Je les crois, et puis je suis un peu rationnel, une espèce d'irrationnel qui s'est emparé d'un certain nombre de gens, d'un complotisme fou furieux. Quel est votre avis sur Didier Raoult, par exemple? Mais moi, au départ, je me suis dit, tiens, ce type, est-ce qu'on ne l'aime pas parce qu'il est du Sud? Comme je suis dans le Sud, alors vous savez, il y a une confraternité. Voilà, de réflexe. Et puis après, quand même, je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas en train de nous dire n'importe quoi? A priori, tu avais un truc un peu sympathique, il avait des cheveux longs, il ne ressemble pas. Tu te dis, il ne faudrait pas qu'il nous le montre du doigt parce qu'il ne leur ressemble pas. Mais peut-être qu'il dit des bêtises aussi. Je ne sais pas, Saint professeur. Pour terminer sur le sanitaire, après j'aurai une toute dernière question, un peu plus personnelle on va dire. Vous êtes donc pour
par pragmatisme pour l'obligation vaccinale ? Absolument, mais je l'ai été dès le début de l'année. Vous savez, le pass sanitaire, c'était une façon de rendre obligatoire le vaccin sans le dire. Vous auriez aimé qu'on aille directement à l'étape obligation voilà, vaccinale. maintenant, on me dit que non. Donc moi, vous savez, c'est toujours, si c'est un moyen d'inciter les gens, d'une certaine façon de les forcer sans le dire vraiment, faisons-le. Mais non, moi, j'étais toujours, je l'ai tout le temps dit. Donc on ne peut pas au moins me reprocher d'avoir changé d'avis. Pour terminer, peut-être que les gens qui sont sur Internet, qui nous regardent, ne le savent pas forcément, mais en réalité, il y a 3 journalistes autour de la table. Vous avez été journaliste pendant longtemps, vous avez participé à la création de Reporters sans frontières. Pourtant, on a vu, c'est la semaine dernière, je crois, qu'il y a une étude qui est sortie, les Français ont un niveau de confiance envers les médias qui est un des plus faibles de toute l'Europe et du monde entier. On descend sous les 50%, parfois on arrive vers les 40%. Aujourd'hui, on est sur Internet. Il y a de plus en plus de jeunes, justement, qui s'informent uniquement grâce à Internet. Et on remercie les gens qui nous regardent. Comment vous expliquez cette défiance grandissante, vous, l'ancien journaliste, vous qui avez participé à créer Reporters sans frontières? Comment on explique ça? C'est des médias politisés? C'est la faute aux journalistes, aux politiques? C'est la faute à qui? D'abord, je pense que c'est l'uniformité de ce que le monde journalistique pense. C'est moi, j'ai toujours été sidéré de ça. Je me souviens quand je suis arrivé à iTélé, puisque j'y faisais une interview politique tous les jours, mais je ne parle pas de choix politique, tu sais, tu votes pour tel ou tel. Oui. Non, sur des choses plus importantes que ça, vous savez, qui déterminent ce qu'on pense, sur, je sais pas, l'autorité à l'école, sur comment on élève ses enfants, sur les questions de société et tout. 90% des gens qui étaient en face de moi étaient en général en désaccord avec moi, ils pensaient tous la même chose. Et c'est pas que dans les médias parisiens. Moi, la presse quotidienne régionale que j'ai affaire et aussi pense absolument la même chose. En gros, ils seraient à Libération s'ils en avaient le talent. Mais ils y sont pas, c'est tout. Mais ils pensent, vous avez compris, pas sur le vote, je vote à droite ou à gauche, mais dans une espèce de consensus. Et je pense que les gens n'en peuvent plus de ça. Enfin, attendez, moi, quand tout à l'heure vous me posiez une question sur qu'est-ce que c'était le communautarisme, et j'avais expliqué, je ne sais pas où, au conseil municipal ou que sais-je encore, j'avais dit que de fait, il y avait un certain nombre de commerces, de bars, de restaurants où il n'y avait pas une femme. Mais Midi Libre, tout de suite, a dit, mais c'est pas vrai, nous, c'est comme le monde du rugby. Enfin, attends, parce qu'on est dans une ville de rugby. Les femmes n'y ont pas plus place que quand il y a une équipe de rugby. Non, mais tu rigoles ou quoi? Mais non, mais vous avez compris. Oui, ça veut dire que, et attendez, personne ne les oblige à penser ça. C'est ça le pire. C'est pas vrai qu'il y a un patron qui leur dit, il faut dire ça. Oui. C'est que les journalistes, ils pensent pas tous, la preuve, j'en ai 2 qui ne pensent pas la même chose, et puis il y en a dans les médias, mais tu as 80% des journalistes qui pensent la même chose. Je ne sais pas s'ils votent tous à gauche ou à droite, mais sur les questions essentielles, ils pensent. Et les gens, ils se rendent bien compte qu'ils ne leur parlent pas du monde tel qu'ils le voient. Enfin, attendez, là, on parle, enfin, combien de temps, dès que tu... Moi, je me suis fait traiter de tous les noms d'oiseaux par le journal local qui s'appelle Midi Libre, parce que je parlais de la question de l'immigration dans les termes que vous imaginez. Mais attendez, pourquoi les gens ils votent pour moi? Parce que juste, ils le constatent, c'est pas un choix idéologique, c'est qu'ils voient bien qu'une immigration trop importante, non contrôlée, ça pose un problème. Ils sont pas abrutis. Il y a que les journalistes qui trouvent que ça pose pas de problème. Enfin, pas tous les journalistes, il ne faut jamais que je dise ça. Une immense majorité. Non, mais une immense majorité des journalistes qui pensent que ça ne pose pas un problème. Peut-être parce qu'ils ne vivent pas dans ces quartiers-là. Peut-être qu'ils sont dans un autre monde. Vous voyez, ou parce qu'ils sont imbus d'idées dont ils pensent qu'elles sont généreuses et nous, rances, et je ne sais pas quoi. La plupart des journalistes sont issus surtout de milieux bourgeois. Voilà. Donc, qui ne connaissent pas, qui sont soit des vainqueurs de la mondialisation, ou soit des gens qui ne... Et puis ils sont dans des écoles où la doxa, c'est de dire ça. Et évidemment que ça produit une détestation de la presse. Moi, j'en sais quelque chose. À la fois, j'ai été journaliste pendant plus de 30 ans, et ensuite homme politique. Les gens détestent les journalistes, ils détestent les hommes politiques, et il ne faut pas s'en réjouir. Ce poujadisme-là, il est problématique. Dans un pays où tu ne crois plus les gens qui t'informent et tu crois que si tu votes, ça ne sert à rien, expliquez-moi comment tu fais fonctionner un pays. On ne doit pas s'en réjouir. Moi, je ne me réjouis pas que les gens soient à ce point
catastrophés par la presse qu'ils lisent et soient à ce point dubitatifs de la capacité des hommes ou des femmes qu'ils vont élire à faire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils se sont engagés à faire. Je trouve ça terrible, terrible, terrible. Et j'essaye à mon petit niveau juste de faire ce que je dis. Très bien. Merci beaucoup, M. Ménard, de nous avoir accordé cette Merci entretien. à vous. N'hésitez pas à suivre VA+, sur YouTube, à suivre nos réseaux sociaux et à aller regarder un petit peu les autres grands entretiens qui sont réalisés sur cette chaîne. Et à commenter. Et à commenter, évidemment. À bientôt.